koji je, kako ste čuli, osvojio prvo francusku publiku, pa onda i svjetsku publiku. To ne samo zbog toga što je osvojio prestižnu Goncourtovu nagradu, nego i zbog univerzalnosti, ajmo to tako reći, u temi. To je roman koji bih ja možda okarakterizirala kao autobiografska pripovjetka, bajka, esej, lirski roman koji je vrlo osoban, ali istovremeno i apsolutno političan. To je roman koji je i svojom formom jako zanimljiv. Roman u kojemu se, dakle, i forma pretače u sadržaj. Sad ću vam samo ukratko reći o 3 dijela romana koja su nazvana prvo rođenje, drugo rođenje i treće rođenje. I to nas odmah zapravo i vodi do toga, ili do mog dojma, vjerujem da će to biti i vaš dojam, da je roman obilježen tjelesnim. To je za mene duboko tjelesni roman i tjelesno ispisan. A šta to znači? To znači da roman počinje dok je pripovjedačica u majčinoj utrobi, ima 7 mjeseci i majka je prisiljena u bijegu pred režimskom policijom kao mlada studentica od 20 godina skočiti kroz prozor kako bi izbjegla batine, odnosno čavle koji su nakalemljeni na batine, čime su ih oni mlatili na fakultetu te 80. godine, 79. godine, zapravo i 80. Znamo svi šta je bila Iranska revolucija. Taj pad majčin s drugog kata označio je i pripovjedačičin život. Ona već na samom početku tu govori, citirat ću, izbušila si rupu u meni u kojoj će se uvriježiti sve zebnje moga života. Ona će ostati neraskidivo povezana s majkom. Ona zapravo i na početku već govori da ona ne piše majci, nego ona piše majku, pišem tebe, ne pišem tebi. Ona piše o majčinim snovima, kada su se morali preseliti, odnosno pobjeći u Francusku 6 godina nakon uspostave Homeinijevog režima. Majka će ostati vezana, majka će zapravo biti netko ko prenosi pripovjedačici i autorici, možemo slobodno reći, sve ono što ona kao mala možda nije još doživjela, a to su prije svega, kako sam već spomenula da je roman jako duboko političan, taj neki revolucionarni žar, želja za promjenom, za solidarnošću, sve ono što će pripovjedačica nakon odrastanja u Francuskoj i stasanja i kroz jezik i kroz drugu kulturu itekako u sebi zadržati i još više zaoštriti. Dakle, drugo rođenje se događa u Parizu kada dolaze kao izbjeglice u mali stan. Djevojčica tu prestaje govoriti jer dolazi u drugi jezik. Gubi i sama zapravo kroz školovanje se odlučuje da ne želi više koristiti perzijski jezik jer je on za nju trauma. Ovo je roman pisan iz traume, ovo je roman pisan iz te rane koju će djevojčica pa tinejdžerica pokušati prevladati kako najbolje umije. A to se događalo kroz pokušaj integracije i asimilacije u francusku kulturu, u francuski jezik, u obrazovni sustav. Marijam nam je jučer o tome govorila. Zašto je ta asimilacija bolna, zašto to nije dobar model, to sve Marijam kroz svoju pripovjedačicu, kroz njene osjećaje opisuje u ovoj knjizi, naglašavajući upravo to da se jedna kultura ne može tek tako zaboraviti,
da je čovjek koji otiđe u drugu kulturu, posebno u drugi jezik, ovdje u romanu jezik funkcionira kao živo biće i to je još jedan taj neki tjelesni moment. Znači drugo rođenje se dogodi ne samim dolaskom u Pariz, nego tek kada pripovjedačica progovori taj jezik. Taj jezik je dozrijevao i sazrijevao u njoj, ona je najprije odbijala govoriti i francuski i onda je odjednom krenulo. Znači to drugo rođenje se dogodilo u jeziku. Treće rođenje se događa, mislim, ne pripričavam ovdje cijelu fabulu, morat ćete sami pročitati roman, ja vrlo kratim, mislim roman je kratak, ali je jako gust, nabijen emocijama i treće rođenje se događa u nekom pomirenju između tih dviju kultura, gdje pripovjedačica pokušava spojiti, zatvoriti tu neku rupu, taj neki ponor, rascijepljenost koja joj je zapravo nametnuta. Vrlo važno u ovom romanu je, dakle, kao što sam već rekla, sam jezik. Autorici je jako važno, to će ona vjerojatno odgovarati i poslije kroz pitanja, pričanje priča. Zašto je ona ispisala ovaj roman? Zato što je, ne samo da je dala glas onima koji ne mogu o tome govoriti, nego je važno da je ona svojim pričama iskapala mrtve. To su mrtvi koji su doživjeli revoluciju, koji su doživjeli tu katastrofu iranske revolucije, to razočaranje iranske revolucije, to su mladi ljudi koji od 20-19 godina i njen ujak i prijatelji koji su poput zvijezda repatica bljesnuli i nestali. Ovdje se također postavlja pitanje intime, pitanje privatnog i javnog i na kraju, što je meni vrlo zanimljivo, možda ćemo je to poslije pitati, Marijam, nešto što bih ja nazvala melankolijom revolucije. I zbog toga je ovaj roman važan, jer nam govori o jednom prošlom vremenu, o jednom putu, ali je vrlo aktualan i donosi nam zaista neka pitanja koja su danas, ja mislim, ili bi trebala biti u središtu naše pažnje. Evo, ne bi sad, više možda poslije. Hvala vam. Kada Nataša Medved, koja je sjajna prevoditeljica, kaže da je prijevod dobar, to stvarno nešto znači i onda uistinu možemo biti zadovoljni i htio bih se zahvaliti i Petri Čačić, urednici knjige, koja radi sa mnom u Sandorfu na sjajnom poslu na priređivanju ove knjige za objavljivanje. Hoćeš li ti, Petra, postaviti pitanje ili da krenemo spontano dalje? Evo, mogu ja započeti s prvim pitanjem. Prvo pitanje koje bih ti htjela postaviti je vezano za povijesni kontekst. Znači, kakav je bio Iran prije revolucije, kakav je bio za vrijeme revolucije i kakav je danas? Bonjour tout le monde. Alors je vais répondre effectivement à cette question de Petra. Je vais essayer de faire vraiment un résumé très très rapide parce que bon, il ne s'agit pas de faire un cours d'histoire. Je ne suis pas une spécialiste de l'histoire iranienne, de la politique iranienne. Donc n'étant pas une spécialiste, je vais vraiment faire un résumé peut-être un peu grossier, un peu simple, mais c'est juste pour remettre mon histoire et l'histoire aussi du livre dans son contexte. Alors, il faut savoir que avant la révolution islamique, en fait, avant la révolution qui est malheureusement devenue islamique, c'était le Shah d'Iran qui gouvernait. Donc, le Shah d'Iran, c'était une monarchie de type vraiment dictatorial, puisque les libertés basiques, je dirais, simples et de la vie quotidienne étaient autorisées, mais la liberté de presse, la liberté d'expression et politique était interdite. Donc il y avait vraiment une censure politique importante. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Donc il y a eu un soulèvement effectivement massif de tout le peuple iranien contre le Shah d'Iran. Et à ce moment-là, effectivement, nous avons eu donc un renversement du régime monarchique iranien, une révolution donc, et cette révolution a été d'une certaine manière récupérée par l'ayatollah Khomeini qui était en exil en France depuis plus de 15 ans. Voilà, ça c'est le premier point. Alors, c'est très intéressant justement d'analyser la révolution iranienne parce que on dit que ceux qui commencent les révolutions ne sont jamais les mêmes qui les terminent. Et c'est vraiment ce qui s'est passé en Iran. Voilà donc rapidement pour le contexte. Et puis alors, évidemment, une fois que l'ayatollah Khomeini est arrivé au pouvoir, a pris le pouvoir, nous avons eu affaire à ce moment-là à un système théocratique. Donc la religion était au pouvoir, la religion islamique interprétée par le clergé chiite. Et donc ils ont pris le pouvoir à ce moment-là. Et là, ce qui s'est passé, c'est que nous avons encore plus perdu. Le peuple iranien a perdu les libertés basiques. Les femmes ne pouvaient plus s'habiller comme elles voulaient, donc le port du voile est devenu obligatoire. Et l'alcool est interdit. Donc c'est une police des mœurs qui s'est mise en place, c'est-à-dire que tout le monde surveillait le mode de vie des uns et des autres. Tout produit occidental aussi a été interdit. Donc nous n'avions pas la liberté de presse, la liberté politique, et nous n'avions plus ces libertés aussi dont on pouvait jouir sous le Shah d'Iran. Donc on a vraiment rétrogradé, il y a eu une chute dans quelque chose d'encore plus terrible en ce qui concerne les lois liberticides. Voilà rapidement pour le contexte. Nadovezala bi se sa pitanjem vezanom uz poglavlje povijest se ponavlja. Naime, tvoj otac se 2009. godine vraća u Teheran kada su tamošnji izbori, to je prosvjedi protiv izbora, i otac im se želi pridružiti, ali više kaže da ne žele umrijeti za ideje. Misliš li ti da ideje imaju potencijal da promijene iranski režim, ili je potrebna neka organizirana akcija ili možda neka pomoć izvana? Alors, d'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais juste expliquer au public ce qui a poussé mes parents à partir en 86. Donc il faut savoir que mes parents étaient des opposants au régime de Khomeini, des militants très actifs. Moi j'ai eu notamment 2 oncles qui ont été emprisonnés pour leurs idées politiques parce qu'ils s'opposaient à la dictature islamique de Khomeini, et mes parents également. Donc c'était des militants marxistes, actifs, et qui prenaient un risque. Et ils ont décidé, pour sauver leur vie, et puis surtout sauver aussi la vie de leur petite fille qui avait 5 ans à l'époque, de s'exiler à Paris en 86. Mon père est retourné pour la première fois en 2009. C'est-à-dire que de 86 à 2009, il n'était jamais retourné, il n'avait jamais remis les pieds en Iran. Et donc, en 2009, il y retourne et il s'avère, alors je ne sais pas si c'est un coup du destin, mais il s'avère qu'en 2009, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, mais il y a eu une vague de manifestations en Iran en 2009 parce que l'élection du président Ahmadinejad avait été en fait truquée. Il y avait eu de la triche électorale et donc il avait été réélu alors que très clairement c'est le candidat opposé, donc Mousavi, qui devait être élu. Donc là le peuple iranien s'est à nouveau mobilisé et mon père se retrouve dans les rues de Téhéran au moment de ces manifestations. Donc pour lui ça a été un véritable choc, c'est pour ça que ce chapitre s'appelle « L'histoire se répète ».
parce que lui, il a vu les révolutions de 79, il y est en 2009, et les choses n'ont toujours pas changé. Et effectivement, là, il a 60 ans, il ne se voit plus lever le poing et prendre un risque pour sa vie. Et c'est là où j'écris qu'à ce moment-là, il ne veut plus mourir pour des idées. Alors, pour répondre à la question du changement possible en Iran, moi, encore une fois, je ne suis pas du tout une spécialiste de la question politique iranienne. C'est une question, en fait, extrêmement complexe. Je pense qu'il faut vraiment poser la question aux spécialistes qui étudient tous les mouvements sociaux, politiques, idéologiques iraniens. Moi, la seule chose que je peux dire, de mon point de vue de quelqu'un qui n'est pas une spécialiste, c'est de dire que je crois qu'une intervention venant de l'étranger, de l'extérieur, c'est une pure catastrophe. Je suis absolument opposée à cela. Il faut que chaque peuple puisse décider lui-même de ses révolutions. Et d'ailleurs, je tiens quand même à préciser que M. Trump essaye, d'une manière ou d'une autre, d'isoler l'Iran sur la scène géopolitique, et ça ne fait que renforcer le régime des mollahs, le gouvernement islamiste. Parce que, et c'est tout à fait légitime, les Iraniens ne veulent pas qu'un autre pays intervienne dans ses affaires politiques. Et je tiens à préciser, ça c'est un petit point de vue, un petit rappel historique. Vous savez, en 1953, il y a eu un coup d'État orchestré par la CIA et par l'aide des Anglais en Iran. Nous avions un Premier ministre qui voulait apporter la démocratie en Iran, qui s'appelait Mossadegh. Et M. Mossadegh voulait vraiment amener des idées progressistes dans ce pays. Et il avait aussi dans son programme de nationaliser le pétrole. Et ça, les Américains et les Anglais ne l'ont pas supporté, parce que le robinet du pétrole coulait à flot pour eux, à un prix extrêmement bas. Et donc il était hors de question que Mossadegh puisse nationaliser le pétrole. Et ils ont très rapidement orchestré un coup d'État. En quelques semaines, Mossadegh a été attrapé, traîné vraiment de chez lui, et ils l'ont mis en prison, un homme qui avait 76 ans. Je peux vous dire que depuis 1953, les Iraniens ont ressenti une humiliation tellement profonde que lorsqu'ils voient le gouvernement de Trump, ils ne peuvent que soutenir, malheureusement, le gouvernement qui est dans leur pays, à savoir le gouvernement des mollahs. Et si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris à l'Iran. Voilà. Marijan, tvoja knjiga me podsjeća ovom uronjenošću u revolucionarnu temu i revolucionarni diskurs na dvije knjige starih revolucionara iz španjolskog građanskog rata, Viktora Serža, njegova knjiga Dnevnik jednog revolucionara, i Maxa Auba, možda malo manje poznatog meksičkog autora, jer je većinu života proveo u Meksiku nakon bijega iz Španjolske, Campo Serrado, o njegovom učešću u španjolskom građanskom ratu. Ali zašto sam usporedio sa te dvije knjige? Tvoju knjigu zato što se radi o emigrantskom diskursu, odnosno sjećanju na život prije odlaska u emigraciju, zbog toga što su bili prisiljeni, kao i ti, odnosno tvoj lik. Zanima me, pod tim pritiskom političkog i sa tom sviješću o prisilnom odlasku, kako ti je bilo pisati o sebi? Da li si doista mogla pisati ovu knjigu kao autobiografiju ili je više vidiš ipak kao fikciju? Alors, en fait, moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire mon histoire. C'est-à-dire que petite, j'étais témoin d'un certain nombre de choses en Iran
auquel je ne comprenais rien. C'était totalement une réalité, comment dire, opaque. Un beau matin, j'ai appris que mon oncle, je ne le reverrai plus parce qu'il a été emprisonné. Mais je ne savais pas pourquoi on l'avait emprisonné. Et puis, un autre beau matin, mon père a disparu, il n'était plus là. J'ai appris plus tard qu'il était parti s'exiler en France. Mais moi, on ne m'avait rien dit parce qu'on avait peur que j'aille le dire aux voisins, etc. Donc, il y avait un climat de peur et de suspicion partout à ce moment-là. Et moi, j'étais témoin donc d'une réalité étrange, douloureuse, et je ne comprenais rien. Et donc, j'avais déjà adolescente, je m'étais dit, un jour j'écrirai ça. Il faut que je fasse connaître au monde comment une petite fille a grandi dans les années 80 en Iran. Voilà. Comment, en fait, d'une certaine façon, on lui a volé son enfance. Hein, comment mon enfance a été volée par la révolution, puis par la guerre, parce qu'il y a eu une guerre de 1980 à 89 avec l'Irak. Donc c'est vraiment l'année de ma naissance, c'est l'année de l'établissement de la révolution du pouvoir islamique et de la guerre. Donc moi, effectivement, mon enfance a été d'une certaine façon un peu malmenée, volée. Et donc c'est très clairement un roman autobiographique, bien sûr. Je raconte mes premières années, je raconte l'exil ensuite en France, quand j'ai 6 ans. Je raconte mon premier retour en Iran après 17 ans d'absence. Tout ça, c'est ma vie. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas faire semblant de dire « Oh non, en fait, le personnage de Mariam, c'est pas vraiment moi. » Si, bien sûr que c'est moi, c'est mon histoire, ça, il n'y a aucun doute. Par contre, ce qui est très étrange avec l'écriture, c'est que même si c'est mon histoire, en l'écrivant, j'ai eu l'impression que ça se détachait de moi, que c'était plus mon histoire, que ça devenait l'histoire de vous tous ici, que chaque personne peut-être allait pouvoir se reconnaître parce que la personne aurait vécu la guerre, l'exil, le détachement ou l'éloignement avec sa famille, l'étrangeté d'avoir une double culture, voilà. Donc ça c'est quand même magique avec l'écriture, c'est-à-dire même quand c'est autobiographique, il y a quelque chose au niveau de l'écriture qui nous amène toujours plus loin et moi qui m'a amené à avoir vraiment une distance aussi avec moi-même. Et c'est là où la fiction intervient. Je vais vous raconter une petite histoire, c'est que bien sûr j'ai fait lire ce roman à mes parents, puisqu'ils sont très clairement concernés par ce livre. Et puis moi j'ai voulu surtout rendre hommage à mes parents, à leur combat, à leur choix, à cette forme d'héroïsme qu'ils avaient et qu'ils ont toujours. Et c'est très drôle parce que mon père, en le lisant, n'arrêtait pas de m'appeler pour me dire « Non, non, mais attends, ça s'est pas passé comme ça à ce moment-là, tu as déformé ce détail, etc. » Alors c'était très intéressant. Et je lui dis « Mais papa, je ne suis pas en train de faire un reportage, c'est pas un documentaire historique. » Il me dit « Bah alors je comprends pas, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Mais ça c'est mon ressenti intérieur et le livre, c'est tel que moi j'ai vécu l'histoire. » Donc on avait des discussions très intéressantes là-dessus, sur justement est-ce que la fiction c'est un mensonge, est-ce que déformer ses souvenirs c'est mentir, ou au contraire c'est dire encore plus la vérité, hein, la vérité subjective de la petite Mariam qui a ressenti les choses comme ça. S obzirom da tvoja knjiga se zbog cenzure ne bi mogla objaviti u Iranu, jesi li razmišljala o objavljivanju knjige kod nekih iranskih izdavača koji žive van Irana? Alors, moi, vous savez, c'est très surprenant ce qui s'est passé avec ce livre, parce que au moment où je l'écrivais, j'étais persuadée, mais vraiment, que la première traduction en langue étrangère serait en persan. Or, comme vous l'avez dit, il y a 14 traductions et il n'y a toujours pas la traduction persane. Alors, évidemment, j'ai essayé de le faire traduire. Ça n'a jamais marché.
J'ai eu des offres de traducteurs, même très connus, hein, des traducteurs français persans qui vivent à Paris, très célèbres, notamment M. Jalal Alavigna, parce que c'est grâce à lui, c'est-à-dire c'est grâce à ses traductions françaises que moi j'ai découvert la littérature persane. Parce que je lis et j'écris très mal le persan. Je le parle bien, mais je le lis et je l'écris très mal. Donc, j'étais tellement heureuse quand ce traducteur célèbre est venu me dire « Moi, je veux le traduire ». Et ça n'a pas marché à cause justement des maisons d'édition iraniennes